Bonjour à tous. Alors bienvenue sur cette nouvelle partie où on va parler de comparaison de fonctions. Alors, petite pause ici, si vous n'avez pas vu les autres vidéos et que vous êtes sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net, leornian.net, où vous pourrez trouver tous les cours de maths que je mets en ligne, c'est-à-dire le programme de première S et le programme de terminale S, et bientôt d'autres cours que je mettrai aussi. Alors maintenant, on va retourner sur notre chapitre et les comparaisons de fonctions. Donc, soit D une partie de R, donc c'est-à-dire un sous-ensemble de R. Soit F et G deux fonctions définies au moins sur D. Donc on avait dit que une fonction, elle devait avoir un ensemble de définitions. Et donc ici, grand D, ça va être l'ensemble de définitions d'à la fois F et petit g. On dit que les fonctions f et g sont égales sur D si, pour tout x appartenant à D, on a f de x qui est égal à g de x. On dit alors que f est égal à g sur D. Alors ici, j'ai plusieurs remarques à faire très importantes. C'est que, pour dire que deux fonctions sont égales, en fait, il faut dire qu'elles sont égales sur tout leur ensemble de définitions. Donc ça veut vraiment dire que f est égal à g, ça veut dire que pour tout x appartenant à l'ensemble des définitions, f de x est égal à g de x. Par exemple, la fonction qui est définie sur R+, qui a x associe x, n'est pas égale à la fonction qui sur R a x associe x. Parce qu'il y en a une qui est définie sur R+, et l'autre qui est définie sur R tout entier. Par contre, les deux sont égales sur R+. Donc ici, quand on parle d'égalité de fonctions, il faut aussi définir de sur quel ensemble elles sont égales. Voilà. Donc ça va être des remarques très importantes. C'est que une fois qu'on aura, par exemple, f est égal à g sur, par exemple, r, et bon, on pourra après dire que pour tout x appartenant à r, f de x est égal à g de x. Alors, quelques exemples. Considérons les fonctions f, g et h définies comme ci-dessous. Donc f qui va de R dans R qui a x associe racine de x au carré. G qui va de R dans R qui a x associe valeur absolue de x. Et H qui va de R dans R et qui a x associe x. En fait, ici on va faire une petite remarque. C'est que F et G, même si ici on n'a pas noté ça de la même manière, en fait elles sont égales sur R. En effet, si je prends x qui appartient à R, f de x c'est racine de x au carré, ce qui est égal à valeur absolue de x, ce qui est égal à g de x. Et dans l'autre sens, si je prends x qui appartient à R, bah g de x c'est valeur absolue de x qui est égal à racine de x au carré, ce qui est égal à f de x. Et donc on a bien f égale à g sur R. Alors, autre remarque, f est aussi égal à h sur R+, et g est égal à h sur R+. En effet, sur R+, ben x, c'est la même chose que valeur absolue de x, et c'est la même chose que racine de x au carré. Par contre, sur R moins étoile, c'est faux. Valeur absolue d'un nombre négatif, ce n'est pas égal au nombre lui-même. Et racine carrée du nombre négatif au carré, ce n'est pas égal au nombre lui-même, c'est égal à la valeur absolue de ce nombre. Et donc, on a f est égal à h sur R+, et g est égal à h sur R+, mais pas sur R moins étoile. Alors remarque, attention, ne pas faire de simplification abusive dans les expressions de fonctions. Les fonctions f et g définies par f, qui est définie sur R exclus 5 dans R, qui a x associe x-5 fois x plus 2 divisé par x-5, et la fonction g qui va de R dans R, qui a x associe x plus 2, ne sont pas égales sur R. En effet, f n'est même pas défini sur R tout entier. Il est que défini sur R exclus 5. Donc elles ne peuvent pas être égales sur R, parce que f n'est même pas défini au point x est égal à 5. Par contre, elles sont en effet égales sur R exclus 5. Car si x est différent de 5, on peut dans ce cas-là simplifier par x moins 5 la première expression, et donc on obtient f de x égale g de x, dans le cas où x est bien différent de 5. Donc ici, bien penser que quand on parle d'égalité sur les fonctions, eh ben, il faut prendre en compte l'ensemble des définitions. Alors, définition 4.
Alors maintenant on va commencer à faire des comparaisons de fonctions et ça c'est très intéressant. Soit I un intervalle et soit f et g deux fonctions définies au moins sur I. Donc les deux fonctions f et g sont définies au moins sur I, c'est-à-dire qu'on pourra les comparer sur I au moins. On dit que f est inférieur à g sur I lorsque pour tout x appartenant à I, alors ils le mettent après mais moi je préfère souvent le mettre avant. Pour tout x appartenant à I, f de x est inférieur ou égal à g de x. Alors petite remarque, inférieur ça veut dire en maths inférieur ou égal. Si c'est un strictement inférieur, on mettrait un strictement inférieur et on préciserait strictement inférieur. Donc quand on dit inférieur, de base ça veut dire inférieur ou égal. Donc pour tout x appartenant à I, donc ici ça doit être vrai pour n'importe quel élément de I, f de x est plus petit que g de x. On note alors que f inférieur ou égal à g sur I. F est positif sur I lorsque pour tout x appartenant à I, f de x supérieur ou égal à 0. On note f supérieur ou égal à 0 sur I. F est majoré sur I. Alors majoré, c'est-à-dire qu'il existe un majorant. Donc lorsqu'il existe un réel grand M, tel que pour tout x appartenant à I, f de x inférieur ou égal à grand M. C'est-à-dire que mon nombre grand M, il est au-dessus de la courbe de ma fonction sur pour tout x appartenant à I. F est minoré sur I. Alors là, ça va être le contraire quelque part du majorant. C'est le sens, mais avec un minorant à la place d'un majorant. C'est sur I lorsqu'il existe un réel petit m, tel que petit m inférieur ou égal à f de x pour tout x appartenant à I. C'est-à-dire qu'il existe un réel petit m, tel que la courbe est au-dessus de ce réel pour tout x appartenant à I. Enfin, on dit que f est borné sur I lorsqu'il existe à la fois un majorant et un minorant, c'est-à-dire tel que il existe grand M et petit m, tel que petit m plus petit que f de x plus petit que grand M pour tout x appartenant à I. Donc en fait, ça veut juste dire que f est à la fois majoré et minoré. Alors, remarque. Alors ça c'est une grosse différence par rapport au nombre réel, c'est que la relation d'ordre pour les fonctions n'est pas totale. Alors ça c'est une définition plus subtile, c'est-à-dire que on ne peut pas forcément dire comparer deux fonctions, en ce sens que deux fonctions ne sont pas toujours comparables. Alors, je vais montrer la différence par rapport au nombre réel. C'est que si je prends deux nombres réels, 1 et 2 par exemple, enfin, ou x et y, on a forcément soit x plus petit que y, soit y plus petit que x, soit, troisième cas, bon, x est égal à y. Mais on est forcément dans ces... on a forcément au moins des deux cas de figure, x inférieur ou égal à y, ou y inférieur ou égal à x. Mais pour les fonctions, c'est faux. Si je prends la fonction qui a x associe x au carré, et la fonction qui a x associe x, donc ici ma courbe f et ma courbe g, et bien par exemple sur l'intervalle 0,3, on n'a pas f inférieur ou égal à g, et on n'a pas g inférieur ou égal à f. En effet, un moment g est plus petit que f, et ensuite g est plus grand que f. Ici, f est d'abord plus grand que g, et ensuite f est plus petit que g. Donc je n'ai ni f plus petit que g sur l'intervalle 0,3, ni g plus petit que f sur l'intervalle 0,3. C'est-à-dire je ne peux pas comparer les deux. Et donc ça c'est une grosse différence par rapport aux nombres réels. Donc sur les nombres réels, la relation inférieure ou égale, c'était une relation qu'on va dire d'ordre total. Mais ici elle n'est pas d'ordre total parce qu'on ne peut pas forcément dire qu'on a soit f inférieur ou égal à g, soit g inférieur ou égal à f. On peut avoir ni l'un ni l'autre. Et ça va bien revenir. Parce que dire que f est inférieur ou égal à g, ça veut dire que pour tout x appartenant à notre ensemble de définition, f inférieur ou égal à g sur cet ensemble. Alors voilà, exemple. On considère les fonctions f et g définies sur R+, par f de x est égal à x, et g de x est égal à x carré. Essayons de comparer f et g. Alors les fonctions f et g ne sont pas comparables sur R+. En effet, f de 1,5 c'est égal à 1,5, et g de 1,5 c'est égal à 1 quart. Donc f de 1,5 est plus grand que g de 1,5. Mais f de 2 c'est 2, et g de 2 c'est 4. Donc f de 2 est plus petit que g de 2. Donc, parce que 2 est inférieur à 4. Donc, on ne peut pas comparer f et g sur R+. Alors par contre, on peut être un peu plus fin que ça et commencer à être plus subtil. Maintenant, on peut essayer de découper nos intervalles. Et on peut remarquer que sur l'intervalle 0,1,
on a en effet sur 0,1 f qui est plus grand que g. Et sur 1 plus l'infini, f est plus petit que g. Donc là, en découpant notre intervalle, si on voulait juste étudier ça sur R+, on ne pourrait pas comparer les deux. Mais si on étudie d'abord, on compare d'abord sur 0,1, et bien là on remarque que sur 0,1 f est plus grand que g, et ensuite on remarque que sur 1 plus l'infini, g est plus grand que f. Et ça on peut le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut prouver ça? Donc pour le prouver, on peut étudier le signe de la différence entre f et g. En effet, si f de x moins g de x est positif, bah ça veut dire que f de x moins g de x plus grand que 0, et donc ça veut dire que f de x plus grand que g de x. Et si f de x moins g de x est négatif, ça sera le contraire, ça voudra dire que f de x sera plus petit que g de x. Donc on va étudier la différence, f de x moins g de x c'est x moins x au carré. Maintenant on va factoriser ça, ce qu'on faisait souvent pour les tableaux de signes, ce qui fait x fois 1 moins x. Donc maintenant on fait un petit tableau de signes. Donc sur R+, donc x il varie entre 0 et plus l'infini. X fois 1 moins x, ça s'annule en 0 et en 1. Alors le signe de x, ben, c'est tout le temps positif, enfin en 0 c'est 0 et après c'est tout le temps strictement positif. Signe de 1 moins x, c'est positif, puis ça vaut 0 en 1, puis c'est négatif. Et donc f de x moins g de x, qui vaut x fois 1 moins x, et ben ça vaut 0 en 0. Ici plus fois plus c'est positif. Ici il y a un 0, donc quelque chose fois 0 ça fait 0. Ensuite plus fois moins, ça fait moins. Donc c'est positif entre 0 et 1, et négatif entre 1 et plus l'infini. Et donc on a f de x moins g de x supérieur ou égal à 0 sur le segment 0,1, et f de x moins g de x qui est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle fermé en 1 ouvert en plus l'infini. Et donc on a x plus grand que x au carré lorsque x appartient à 0,1 au segment 0,1, et x inférieur ou égal à x au carré lorsque x appartient à 1 fermé plus l'infini ouvert. Donc ici, bien faire attention, vu qu'on a des inégalités larges, on a le droit de prendre le segment fermé, enfin le segment 0,1, c'est-à-dire de prendre 0 et 1 dans notre intervalle. En moralité, la conclusion ici, c'est qu'un nombre a n'est pas toujours inférieur à son carré, a au carré. C'est-à-dire x, et ben on remarque que x au carré est plus petit que x entre 0 et 1, et est plus grand que x pour x plus grand que 1. Alors maintenant, autre exemple, on considère la fonction f définie sur R par f de x, c'est x fois 1 moins x. Alors maintenant, on va montrer que f est majoré sur R par 1 quart. Donc on veut montrer que 1 quart, que pour tout x appartenant à R, 1 quart est plus grand que f de x. Donc là encore, comment est-ce qu'on va faire? On va étudier le signe de la différence. Pour tout x appartenant à R, on a 1 quart moins f de x, c'est 1 quart moins x fois 1 moins x, ce qui fait 1 quart moins x plus x au carré, ce qui fait, et là on peut le factoriser, 1 demi moins x au carré. Donc là on a montré que pour tout x appartenant à R, 1 quart moins f de x c'est égal à ça. Or, pour tout x appartenant à R, 1 demi moins x au carré c'est plus grand que 0. Donc pour tout x appartenant à R, 1 quart moins f de x est positif. Donc on en déduit que pour tout x appartenant à R, 1 quart est plus grand que f de x. Et donc la fonction f est bien majorée par 1 quart sur R. Alors en plus on pourrait remarquer que 1 quart est le plus petit des majorants de f. C'est-à-dire que 1 quart est un maximum de f. Ça, il y aurait des notions plus subtiles à voir en fait pour montrer ça. Mais parce qu'en effet, on peut remarquer que pour x est égal à 1,5, f de x est égal à 1 quart. Donc ça veut dire que ce majorant est en fait même atteint. Et donc c'est un nombre qui est plus grand que tous les f de x pour x appartenant à R. Et en plus, on sait que f de 1,5 est égal à 1 quart. Donc en plus, c'est le plus petit parce qu'en plus, il est atteint par notre fonction. Alors maintenant, on va démontrer que la fonction phi définie pour tout t appartenant à R par phi de t est égal à 4 sinus t moins 3 est bornée sur R. Alors cette fois-ci, on va utiliser le fait qu'on sait que pour tout t appartenant à R, moins 1 est plus petit que sinus t qui est plus petit que 1. Ça vient vraiment de la définition du sinus. Alors maintenant, j'ai le droit de multiplier cet encadrement par 4 et d'ensuite soustraire 3.
Donc j'obtiens moins 4 plus petit que 4 sinus t plus petit que 4. Et ensuite je retire 3. Et donc ça fait moins 7 plus petit que 4 sinus t moins 3 plus petit que 4 moins 3, ça fait 1. Et donc ça fait moins 7 plus petit que phi de t plus petit que 1 pour tout t appartenant à R. Et donc la fonction phi est bien bornée sur R. En effet, moins 7 est un minorant de phi sur R et 1 est un majorant de phi sur R. Et donc phi est bien borné sur R. Alors ici on va donner quelques interprétations graphiques de la majoration, de la minoration et du fait d'être borné. Alors dire que grand M est un majorant de ma courbe grand C, ça veut dire que la courbe grand C est en dessous de la droite horizontale dont l'ordonnée c'est grand M. C'est-à-dire ma valeur grand M en hauteur là, elle est toujours au-dessus de ma courbe. Alors la courbe elle peut faire comme ça, mais elle pourrait en fait monter de plus en plus. Du moment que grand M est au-dessus, ça veut dire que petit f est majoré. Par exemple ici là, à droite peut-être que la courbe elle continue à augmenter, mais du moment qu'elle dépasse jamais le grand M est un majorant. Or f est minoré sur grand R, ça veut dire que la courbe grand C est au-dessus de petit m. Donc ça veut dire que ici il existe un petit m tel que pour tout élément de la courbe ici sur R, parce qu'on a pris comme intervalle R, la courbe est toujours au-dessus de cette droite là. Alors ici je veux faire plusieurs remarques. C'est que des majorants et des minorants, en fait il en existe, quand il existe un majorant, il en existe une infinité. En effet là si grand M est un majorant, et ben grand M plus 1, qui est un peu plus au-dessus, et ben il est aussi au-dessus de la courbe. Donc grand M plus 1 est aussi un majorant. Et grand M plus 1 million aussi, et grand M plus 1 milliard, grand M plus 10 puissance moins 5 est aussi un majorant. Donc si j'ai un majorant, en fait a priori j'en ai une infinité. Si j'ai un minorant, a priori j'ai même une infinité de minorants. Tous les nombres en dessous de petit m, et ben ils restent plus petits que tous les f de x pour x appartenant à R. Et donc ensuite dire que f est borné sur R, ça veut dire que f de x il peut pas trop monter et il peut pas trop descendre. C'est-à-dire il est à la fois majoré et minoré, c'est-à-dire il est compris quelque part dans un intervalle petit m, grand M, et que f de x il peut pas aller au-dessus de grand M et il peut pas aller en dessous de petit m pour tout x appartenant à R. Encore une fois, vraiment pas oublier le pour tout x. Donc voilà, ça c'était... Alors, le fait que là la courbe redescende et le fait qu'elle remonte ensuite, ça n'a rien à voir avec la majoration et la minoration. Si on avait un extrémum, ça serait encore quelque chose. Mais là, non. Ce n'est pas lié à la majoration et la minoration. On peut avoir un cas qui est plus comme celui-là, où ici, ça pourrait se rapprocher de plus en plus de m et avoir un minorant comme ça. Par exemple, si je prends la fonction qui a x associe 1 sur x sur R+, 0 est un minorant, et on a bien 1 sur x qui va se rapprocher quand x tend vers l'infini de 0. Voilà. Donc voilà, ce qu'il faut c'est vraiment juste que tous les f de x soient en dessous si on parle d'un majorant et au-dessus si on parle d'un minorant. Alors petite propriété, soit f une fonction monotone sur un intervalle i qui est en fait un segment AB, alors f est borné. C'est-à-dire, alors là, ici, il faut bien préciser que ce n'est pas n'importe quel type d'intervalle. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, c'est extrêmement important. Est-ce que ça... alors, f est borné. Et oui, il faut bien que ici, ça soit un segment. C'est-à-dire que ça doit être fermé en A et fermé en B. A et B doivent être inclus dans notre intervalle de définition. Donc soit f une fonction monotone sur un segment AB, je préciserai, alors petit f est borné. Démonstration. Supposons petit f croissante sur AB. Donc le cas f est décroissante se traite de manière analogue. Si f est décroissante, on n'a que à considérer moins petit f et ça marcherait aussi. Parce que si moins petit f est borné, alors f est aussi borné, il suffit d'inverser le minorant et le majorant. Alors, soit x appartenant au segment AB. On a A qui du coup est inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à petit b. En effet, x appartient au segment AB. Donc x est forcément entre A et B. Or, comme f est croissante,
elle conserve les inégalités, d'où f de a inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à f de b. Ça, c'est vraiment lié au fait que f est croissante. F est croissante, donc c'est-à-dire que les inégalités ne changent pas de sens. Donc on a bien f de a plus petit que f de x qui est plus petit que f de b. Donc tous les nombres f de x sont encadrés par f de a et f de b. Et donc f de a est un minorant de f, et f de b sur le segment AB, et f de b est un minorant de f sur le segment AB. Donc pour tout x appartenant à AB. Autrement dit, petit f est borné par le maximum de la valeur, avec comme minorant f de a et comme majorant f de b. Donc voilà. Mais ici, attention, c'est très important. Ici, ça doit vraiment être un segment AB. Si on avait un intervalle ouvert, cette propriété serait fausse. Alors, j'ai pas un exemple en tête là, mais si on a une asymptote verticale, ça ne marcherait pas. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, il y aura des nouvelles parties sur les compositions de fonctions et ensuite sur les sens de variation d'une fonction. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous inscrire sur learnian.net pour voir le reste du cours. Donc à bientôt, salut!